Vous êtes toujours sur Al24 News, mesdames et messieurs, et pour cette troisième partie d'Hebdo Show, nous avons décidé tout d'abord de revenir sur la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord destiné à mettre fin à plus de 30 années de conflit entre les deux pays, et l'Algérie s'est félicitée de la signature de cet accord qui représente une avancée majeure dans la restauration durable de la paix et de la sécurité dans cette région africaine, Faisal. Absolument, parce que c'est un conflit qui est vieux de plusieurs années entre la RDC, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, et le Rwanda, deux pays voisins, surtout dans la région du Nord Kivu. Donc des hostilités entre les deux États, alimentées par des groupes armés, et qui est donc un peu compliqué tout rapprochement entre ces deux États, et qui ont également perturbé la paix et la stabilité en Afrique. C'est pour ça que le ministère algérien des Affaires étrangères dit qu'au-delà de la région, cet accord rétablit la diplomatie dans sa vocation première de règlement pacifique des différends et réhabilite la voie à suivre pour que les autres pays de tension, de crise et de conflit en Afrique puissent connaître à leur tour le même dénouement pacifique négocié. Parce que l'Algérie a toujours soutenu l'idée des solutions pacifiques négociées, des solutions politiques et pas des solutions militaires. C'est une des règles de la diplomatie algérienne et de la politique extérieure de l'Algérie. Cet accord, il faut le noter, Nouhed, a été parrainé par les États-Unis et aussi facilité par le Qatar, qui est un pays médiateur dans ce conflit. L'accord a été signé en présence du président Donald Trump qui s'est félicité il y a quelques jours d'avoir facilité aussi la paix entre l'Inde et le Pakistan, entre le Kosovo et la Serbie, et aussi d'avoir aidé au cessez-le-feu en Iran. C'est un rôle qu'il veut jouer à l'international. Il a d'un côté le rôle de ce que certains experts appellent la guerre commerciale, avec donc l'Union européenne et la Chine, etc. Et d'autre côté, il fait de la diplomatie. Toujours est-il que cet accord est quand même bénéfique pour la région africaine. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de processus par le passé, parce que les sceptiques, Gamel peut-être va nous rappeler un peu l'historique, beaucoup de sceptiques ont rappelé les accords signés à Lusaka, Nairobi et d'autres capitales, mais que parfois n'ont pas été respectés par une partie ou par une autre. Mais là, on a l'impression que c'est un accord très important. Évidemment, les partis qui ont parrainé l'accord ont sûrement des intérêts économiques dans la région, parce que je trouve que l'RDC est l'un des pays les plus riches au monde en minerais, surtout en minerais rares, en matière agricole, etc. Mais pour ceux qui plaident pour la paix et la stabilité en Afrique, c'est un accord qui reste quand même à surveiller de près, parce que son application peut rencontrer certaines difficultés sur le terrain. Alors l'Union africaine a également salué la signature de cet accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Cet accord est un tournant majeur pour le continent africain, Gamal. Oui, tout à fait, parce que d'abord, qu'est-ce que ce qu'on appelle le RDC aujourd'hui, qui était l'ancien Zaïre de Mobutu, qui était le pays de Lumumba, assassiné pour des raisons effectivement d'intervention de France, CIA, tout le triptyque des anciens colons, parce qu'il a osé regarder en face dans les yeux Baudouin pour lui dire: nous ne sommes pas les sous-hommes, nous sommes des êtres humains comme vous. Baudouin, c'est le roi des Belges. Baudouin, le roi des Belges, absolument. Il la regarde en face. Donc c'était malheureusement signé son arrêt de mort d'un homme éclairé, d'un homme intelligent, d'un homme qui voulait se faire ce pays très riche. Terres rares, minerais, gaz, pétrole, or, diamant, c'est le pays qui concentre le plus de richesses au monde et qui paradoxalement est le plus pauvre. Je vous donne un élément très concret. On parle de guerre, ça fait 25 ans que ça dure. On a eu différents dirigeants qui ont essayé de gérer le pays comme ils pouvaient, entourés de pays prédateurs qui profitaient des richesses du pays. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement M23 de la région Est était à la manœuvre et massacré effectivement dans le Nord Kivu. Alors je vous donne des chiffres qui vont être effarants. À l'époque, j'en ai parlé parce que j'étais militant plus jeune, et j'en parlais aux organisations en Europe, particulièrement un groupe qui s'appelle Survie, qui s'occupe des questions africaines. Et ils ne se rendaient même pas compte du massacre de masse qui était perpétré. Évidemment, des Noirs entre des Noirs qui sont tous chrétiens, c'est pas grave. 45 000 morts par mois. Il y a à peu près, on estime, au bas mot, entre 6 et 10 millions de personnes qui ont été éliminées de ce territoire en 20 ans. Je ne parle même pas des massacres de masse, des viols, des enfants tués, des enfants soldats tués. Je ne parle même pas de ça, je parle vraiment du fait que ce pays qui était le plus riche d'Afrique, potentiellement qui aurait mieux réussi, a été finalement littéralement massacré parce que les prédations extérieures étaient au rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est vrai, on peut le dire, il faut saluer un homme quand il fait le travail, même s'il n'est pas forcément l'homme le plus sympa de la planète parfois, mais d'autres fois, il peut être intéressant. Trump veut être l'homme de la paix, il veut être le peacemaker. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit: je veux le prix Nobel de la paix parce que j'ai obtenu la paix dans un territoire qui était en guerre en permanence. Il a fait pression sur les deux parties, ça a fonctionné. La méthode Trump, c'est faire pression à chaque fois sur les parties pour obtenir le mieux. C'est la paix par la force. Absolument, c'est une Pax Americana qu'on peut l'appeler. Mais il est certain que, j'ai envie de dire, moi, à titre personnel, par rapport à ces malheureuses populations du Nord Kivu et même du Congo en règle générale, enfin, de ce qu'on appelle la RDC, République démocratique du Congo,
Mais mieux vaut la paix, même une paix qui n'est pas forcément sympathique, même une paix intéressée, que la mort en cascade de 45 000 personnes par mois. Mieux vaut une paix pour des enfants qui ont pris les armes, qu'on appelle les enfants soldats, plutôt que les voir en train de se tuer sur des théâtres d'opération parce que d'autres pays prédateurs sont autour. Donc c'est en cela qu'il faut rappeler, il faut avoir une pensée pour ces malheureux du Congo, de l'ex-Congo à Kinshasa. Il faut une pensée pour cette population martyre parce qu'on parle beaucoup de Gaza et ça nous touche à titre personnel, c'est normal. On se sent une communauté de destin. Mais ils sont africains comme nous. Oui, et en cela, quand l'Algérie salue cet accord de paix, elle a raison. Parce qu'à minima, on obtiendra moins de morts et plus de réussite peut-être, mais surtout la paix pour ces familles qui ont trop souffert. Et on rappelle, Badis, que pour l'Algérie, la stabilisation du continent africain sans aucune ingérence, c'est vraiment important. Cela fait partie de l'ADN de la diplomatie Exactement, algérienne. le président de la République ne cesse de le répéter à chaque fois qu'il en a l'occasion. Avec les paroles et avec les actes également. Afrique aux Africains et les solutions africaines aux problèmes africains. Et d'ailleurs, par contre, vous conviendrez qu'il faut une substitution, qu'il faut un cap, qu'il faut en fait des locomotives, comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays. Et ce qui explique d'ailleurs aussi toutes ces visites un peu en série de certains chefs d'État africains, notamment que ce soit d'ailleurs dans des rencontres lors d'événements internationaux ou aussi ici sur Alger, au niveau de la présidence, au niveau du président de la République. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, l'Algérie est très consultée, l'Algérie a une espèce de synergie comment dire, on peut rappeler que Paul Kagame était à Alger. Exactement. C'est là où je veux en venir, c'est exactement ça. C'est que cela tend à dire effectivement, comme signal fort à certains pays qui souhaiteraient l'instabilité, le chaos en Afrique, que l'Afrique a des locomotives, l'Afrique a des États notamment de acteurs de paix, mais surtout aussi des leviers de stabilité, des leviers aussi de développement économique, et cela aussi fait partie de l'ADN de la diplomatie algérienne, c'est-à-dire que les conflits ne se règlent pas forcément par les armes, se règlent pacifiquement, se règlent par le dialogue, puisque l'Algérie a su impulser sur pas mal de conflits latents, notamment avec les frères libyens et autres, mais aussi par le développement économique, et c'est pourquoi elle-même, elle a commencé par joindre les paroles aux actes à travers ce fonds d'investissement, notamment à qui le veut, en Afrique, doté de plus d'1 milliard. Donc c'est pour dire qu'effectivement, au-delà d'une vision... D'abord, l'effacement de la dette, c'est important. C'est une pression économique qu'on retire et on investit. Non, mais l'effacement de la dette, effectivement, ça a été fait. C'est un grand signal de l'Algérie. Sauf que il n'y a pas de souveraineté économique s'il n'y a pas de souveraineté politique. Tout à fait. Donc c'est pourquoi l'Algérie veut travailler sur cet ancrage, sur le fond, notamment du problème de cette équation politique, à savoir faire émanciper les peuples à travers leurs États, à travers leurs chefs d'État, avec un affranchissement, avec sortir de cet asservissement du diktat de l'Occident, à travers encore une fois une équation collective, une collaboration intelligente, une intelligence collective aussi de l'Afrique, puisque l'Afrique regorge de richesses, certes souterraines, mais aussi de richesses de capital humain, que l'Algérie souhaiterait effectivement, à travers des événements, on en a parlé dans les éditions précédentes, où elle souhaiterait impulser une dynamique et laisser un peu le cap, laisser les choses se faire entre Africains. Ça a été reproché d'ailleurs à l'Algérie d'avoir tourné le dos à l'Afrique sur les 15 ou 20 dernières années. C'est vrai. Ça a été reproché et le président Abdelmajid Tebboune l'a bien dit, nous devons regarder d'abord notre continent avant de voir les continents des autres. Et c'était dès son arrivée. Et c'était dès son arrivée en décembre 2019, lors de son premier discours. L'Algérie est un pays en Afrique et il faut d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nous. Avant de s'occuper de l'Occident, de l'Europe, de l'Asie ou quoi que ce soit. Et ça a été reproché à juste raison que l'Algérie a tourné le dos à l'Afrique. À un moment, l'Algérie était trop dirigée vers l'Europe. Et on va vers le Nord, et on a perdu justement notre ADN d'Africains de la Mecque des révolutionnaires. La Mecque des révolutionnaires a été perdue à ce moment-là. Et c'est très bien d'avoir pris justement ce virage en se disant on se reconcentre sur les bases. D'abord l'Afrique et ensuite on verra le reste. Parce qu'en dehors du continent, les partis occidentaux ont toujours empêché les Africains de travailler entre eux, Mahdi. Ils ont toujours empêché les Africains de se rapprocher. On a toujours alimenté les conflits. Parce que qui alimente en fait les conflits en Afrique? Qui alimente le groupe armé en Afrique? Qui leur donne de l'arme, de l'argent? Qui alimente le groupe qui est en train de massacrer les populations civiles au Soudan, où il y a une grande famine? Ne pas des groupes qui sont financés par des Émirats arabes unis notamment, et c'est l'ONU qui le dit, c'est les organisations internationales. La même chose au Sahel, il y a des groupes qui arrivent à avoir des armes, qui font le trafic de drogue, le crime transfrontalier, et qui déstabilisent l'Afrique. Mahdi a raison, l'Algérie n'a plus maintenant le droit de tourner le dos à l'Afrique. C'est le plus grand pays par rapport à la superficie. C'est un pays leader en Afrique en matière économique, sécuritaire, militaire, politique, etc. Et c'est tant mieux que les problèmes africains soient réglés par les Africains eux-mêmes, parce que de toute façon, on empêchera toujours les Africains
Africains de s'unir. Il y a toujours des conflits qui sont alimentés. Et peut-être cet accord, c'est un défi en fait pour Kinshasa et Kigali. C'est un défi de respecter cet accord parce que cette région a beaucoup souffert. Cette région des Grands Lacs a souffert depuis 30 ans de climat d'instabilité politique et militaire. Dernier mot sur la juste question. un mot comme ça, très rapidement, une phrase qui va tout résumer. L'Algérie est une puissance militaire, on le sait, mais c'est surtout une puissance morale. Et c'est diplomatique aussi. Très bien. Alors, parlons à présent, messieurs, si vous le voulez bien, de la guerre des 12 jours, donc entre l'Iran et l'entité sioniste. Le président américain, donc Donald Trump, a annoncé un cessez-le-feu total entre les deux parties après plusieurs jours de tirs, de missiles et de bombardements respectifs. Mais celles-ci, donc les deux parties, s'accusent de frappes respectives. Badis, que pensez-vous de ce cessez-le-feu? Il va durer. Si vous me permettez, Nouad, moi j'aimerais rappeler d'agression sioniste contre l'Iran. Pourquoi je ne veux pas évoquer la guerre des 12 jours? Parce que ça a une connotation à la guerre des 6 jours. Et quand on connaît en fait l'issue et les conséquences, donc je préfère parler d'agression, puisque c'est ça dont il a été question. Et d'ailleurs, l'Iran a tout de suite enclenché l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour pouvoir se riposter et attendre une éventuelle riposte des Nations Unies, du Conseil de sécurité, qui n'a jamais eu lieu. Et rappelant que la guerre préventive n'existait pas. Tout à fait. Alors oui, pour revenir sur votre question, une guerre totale coûte plus cher qu'une paix armée. Sauf qu'une paix sans justice est juste un prolongement, ou je dirais même une guerre différée. Et c'est ça dont la question est aujourd'hui fondamentale et qui est sur toutes les bouches des analystes. Comme le traité de Versailles, d'ailleurs, c'est pareil. Absolument. Donc, il est clair et net qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est le seul conflit dans lequel l'entité sioniste elle-même a reconnu un échec militaire stratégique. Et je reviens sur le tweet de... J'ai perdu son nom, mais l'ancien conseiller de Donald Trump, notamment la Maison-Blanche, qui a tweeté il y a 2 jours que l'entité sioniste n'avait plus les moyens de continuer la guerre. Ce qui est vrai. Ça, c'est un fait. Ça, c'est des faits qui parlent. Brennan. Et donc, exactement. Cette paix, effectivement, c'est comme une bouée de sauvetage. Elle est salvatrice à l'entité sioniste. Mais bien évidemment, en temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Le premier territoire à conquérir, c'est quoi? C'est effectivement la perception des choses. C'est le narratif, c'est le récit. Et le récit, sur cette question de l'entité sioniste, a un avantage. À travers des médias, je dirais, à leur portée, des médias en masse notamment, qui font cette propagande. Et nous l'avons vu à travers les plateaux télé en Occident. Donc, mais la vérité, elle est là. C'est que nous avons, juste quelques éléments chiffrés, près de 320 soldats israéliens tués. 320 sionistes tués au bas mot, puisqu'on sait très bien que là, encore une fois, comme j'ai dit, l'information est la première victime. Donc c'est les chiffres plus ou moins, on en saura un peu plus avec les médias d'opposition. Et puis vous avez aussi 94 drones abattus par l'Iran. Des drones qui sont censés être le summum de la technologie militaire sioniste. Donc c'est quelques éléments qui démontrent aussi qu'il y a un échec purement militaire de l'entité sioniste. Alors il y a également plusieurs avions de 5e génération qui ont été abattus. Des F-35, d'ailleurs, 2 ou 3 apparemment qui ont été même abattus, et même parfois même les pilotes qui ont été prisonniers. Donc je peux vous dire qu'effectivement, c'est du jamais vu. Et quelques autres éléments chiffrés, plus de 3500 projectiles se sont abattus sur les territoires occupés, à plus de 1000, notamment 1000 fois le dôme de verre, je dis bien le dôme de verre et non plus le dôme de fer. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Et qui a démontré ses limites, qui a démontré ses limites. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une espèce de déni de la part de l'entité sioniste. Il y a aussi, il faut le rappeler, un narratif de la Maison-Blanche qui consiste à effectivement essayer de sauver ce qui est sauvable à travers justement une stratégie de protection inaliénable, indéfectible notamment. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'Iran était entrée dans une guerre d'usure. Oui. Elle a su le faire par le passé, elle saura le faire encore. Et la plus grande surprise de l'entité sioniste, peut-être tu pourras en parler un peu plus, Gamal, c'est cette haute technologie locale de l'Iran, notamment sur les missiles hypersoniques, sur lesquels ni l'entité sioniste, ni ses alliés, notamment occidentaux, ses parrains occidentaux, je préfère le mot, s'y attendaient. Et donc c'est pourquoi... C'est l'effet de surprise. L'entité sioniste, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a été sur une crête, notamment en matière de son existence. L'entité sioniste, à mon avis... c'est très important, parce que allez-y, là, il est sur un sujet. Sur un sujet. Moi, je pense que la question, il faudrait peut-être la reformuler, à mon sens, parce que la question qui intéresse tout le monde, réellement, et c'est la question la plus brûlante, c'est qui a gagné la guerre. Alors, les sionistes se vantent de l'avoir gagné, ils n'ont pas gagné. Ils se sont fait humilier. Pourquoi ?
Parce que péché d'orgueil, quand les Iraniens leur disaient nous avons une technologie hypersonique, ils n'y croyaient pas du tout. Parce qu'eux ne l'ont pas. Les Américains, les sionistes, les Français et les Anglais n'ont pas de missiles hypersoniques. Je ne parle pas des missiles qui vont à Mach 1, mais Mach 2, 3, 4, jusqu'à 13, 16. C'est la technologie russe que les Iraniens ont su développer. Ensuite, ils n'ont pas pris les Iraniens au sérieux parce que les Iraniens savent, ils ont leur lanceur depuis Ahmadinejad. Ils ont donc des satellites d'observation pour voir ce qui se passe sur le territoire. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques en dehors des villes, évidemment. Ils ont frappé les villes quand ils étaient touchés eux-mêmes. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques, le siège du Mossad, le ministère de l'Intérieur, l'énergie, la communication, la recherche scientifique. Ils ont frappé tous les lieux stratégiques qui faisaient de cet État un État qui se l'organisait d'être le meilleur au monde. Une entité. Une entité, mais qui se prend pour un État légitime alors qu'il n'en est pas. Et ce qui se passe, pourquoi je pose la question de qui a gagné la guerre? Parce qu'en termes réels, quand on fait une guerre, quand on provoque une guerre, puisque c'est une guerre d'agression, qui est illégale, on le rappelle, rappelons qu'ils ont attaqué tout le monde dans la région, c'est un État prédateur. Je parle de ce nouveau Hitler qui est en place actuellement, qui va bientôt sauter. Quand on fait une guerre, on affiche des objectifs et c'était clair. Faire tomber la République islamique, désarmer la République islamique, en finir avec le programme nucléaire. Tous les objectifs ne sont pas atteints. La République islamique est toujours en place. Le programme nucléaire n'a pas du tout été détruit, contrairement à ce qui était raconté. Même les Américains ont fait des frappes comme ça pour la décoration, mais ils n'y croyaient pas du tout. Et surtout, c'est intéressant parce qu'on a des Scott Reader et autres qui en parlent sur Internet, et surtout, on a des images qui arrivent maintenant. En dépit, la vérité était la première victime, effectivement, des images censurées parce que l'État sioniste était en panique. Ces citoyens filmés, diffusés. On voyait du Gaza en plein Tel Aviv, ce qui est extraordinaire. En dépit de tout cela, on se rend compte que la résistance palestinienne et tout l'axe de la résistance a été frappé durement, mais a résisté jusqu'à aujourd'hui. Les Palestiniens résistent, pour donner un chiffre, il y a 4 jours, 7 Israéliens sionistes tués dans un char Merkava, par un Palestinien, un combattant. Et en plus, le Hezbollah n'a pas répondu aux attaques alors qu'il pouvait le faire. Il a laissé le, entre guillemets, parrain iranien, parce qu'on peut parler de parrainage, agir, et il y a eu près de 2000 missiles qui ont frappé le territoire occupé de Palestine. 2000 missiles qui ont donné quoi? Qui ont fait trembler la population sioniste en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on va dire réellement? Les chiffres, si on est un peu sérieux sur les quantités, le dernier missile qui a frappé un immeuble d'habitation sur la dernière frappe iranienne, qui répondait à l'agression après le cessez-le-feu des sionistes, a tué 4 personnes dans un immeuble. Comment on peut imaginer le chiffre ridicule de 30, 50 personnes? Ils donnent des chiffres qui ne veulent rien dire. En réalité, ils cachent leur défaite parce que la seule fois dans leur histoire, depuis cette affaire-là, où ils avaient été frappés, c'était en 91 par Saddam Hussein. 67 missiles Scud ont touché Tel Aviv. On parle de censure militaire, Gamal. Je suis pas d'accord sur un point. C'est une censure militaire, Gamal. C'est une censure militaire, c'est une censure idéologique. Parce que Netanyahu, il a vendu du rêve. Il a dit à sa population, je vais vous protéger, vous avez un accord. Je suis pas d'accord sur un point, J'ai juste fini. Attends, ça part. Là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Dôme de fer a fondu en du verre, c'est vrai, c'est bien de le dire. Il leur a vendu la sécurité, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, toutes les villes ont été frappées et la question de l'existence des sionistes, c'est la négociation qui va être imposée par Netanyahu. Pardon, Madis. 2 minutes, Faisal, il n'est juste pas d'accord. Donc non, je ne suis pas d'accord sur un point. Et je vais nuancer par rapport à cette victoire. Et après, je vous donne la parole. C'est clair, une victoire stratégique, notamment de l'Iran avec l'effet de surprise et la technologie militaire, y compris l'hypersonique. Mais là où je nuance un peu tes propos, c'est que quand on parle de victoire, rappelez-vous, les premiers, deuxièmes jours du début de l'agression, l'Iran a été pris de court. Oui. Rappelez-vous de ces bases, notamment de montage, d'assemblage de drones sur le territoire iranien. Oui. Monté par qui? Par justement des infiltrés du Mossad, par des agents du Mossad. Bon, on peut les identifier à travers les opposants du Shah et autres, certainement d'ailleurs, puisqu'ils étaient bien infiltrés avec un ancrage identitaire, idéologique et culturel profond. D'ailleurs, la chasse aux espions se poursuit encore en Iran aujourd'hui. Mais ça nous a rappelé une chose, et d'ailleurs sur laquelle l'Iran a eu cette capacité de proactivité rapide. Non seulement ils ont été vers la chasse de ces agents espions qui étaient des agents dormants depuis quelques années, parce qu'on ne peut pas mettre en place une usine quasiment, en fait, puisque c'était plusieurs bases secrètes de montage et d'assemblage de missiles, d'assemblage de drones d'attaque, notamment sur un territoire grand comme un continent, sans justement avoir cette accointance de l'intérieur et autres. Donc l'Iran a tout de suite su réagir en 2 jours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu les 2 jours de réflexion, d'action en interne pour comprendre le pourquoi du comment. Ensuite, effectivement, il y a eu cet effet de surprise. C'est pour ça que je préfère nuancer. Et d'ailleurs, c'est une alerte au monde, notamment, et y compris à des pays qui sont cibles notamment d'instabilité ou de tentatives d'instabilité comme l'Algérie, rappelons-le. C'est pourquoi aujourd'hui la doctrine de notre armée est une doctrine très rigoureuse sur cet aspect-là. On a parlé l'édition précédente sur le cyberespace, sur le territoire, mais aussi sur les nouvelles guerres. Et c'est pourquoi
vous savez, en temps de guerre, si vous avez l'information et le renseignement, vous maîtrisez la guerre. Donc c'est une guerre aussi d'espionnage et de contre-espionnage sur lequel on doit être intransigeant. La nouvelle guerre, pardon Gamel, la nouvelle guerre, c'est d'abord les drones, parce qu'on a vu qu'il y a une guerre des drones, et également les missiles balistiques. On n'a pas vu les chars ou d'autres formes utilisées dans cette guerre. Mais pour la dame de fer, en fait, dans l'antisionisme, il n'y a pas que la dame de fer, il y a 8 couches qui empêchent les missiles par territoire. 4 assurés par les Américains et 4 par les sionistes, dont le ciel, ce qu'ils appellent le ciel d'acier. Et les 8 couches n'ont pas servi, ils ont fait défaut. Et c'est vrai que sur ce plan, l'Iran a largement gagné cette guerre. Vous avez vu, Nouhed, dans les médias occidentaux, tous, sauf par exception, on nous dit que l'Iran a perdu la guerre. Sur quelle base? Moi, en tout cas, je retiens la victoire de la communication iranienne. La communication iranienne qui a vite réagi, malgré la censure, et malgré les empêchements, malgré les manœuvres, malgré les dénigrements, et aussi l'autre aspect développé dans ce que nous a montré cette guerre, ça veut dire que, Ebadis a raison, ça veut dire les pays de la région, les pays qui peuvent être ciblés éventuellement, qui ont un autre narratif, qui ont une autre diplomatie, doivent aussi renforcer leur système de défense, parce que de toute façon, s'il n'y avait pas le président Trump qui a sauvé notre décision à leur demande, parce qu'ils étaient plus dans la capacité de répenser. Tous les experts disaient qu'ils ne pouvaient pas aller au-delà de 12 jours. Et l'Iran a montré par le passé qu'il a une capacité d'endurance très très grande et qu'il pouvait aller très très loin. Absolument. Avec l'Irak, ça fait 8 ans. 8 ans avec la guerre des villes. Et sur l'autre aspect, l'aspect diplomatique, l'Iran a signé le TNP, le traité de non-prolifération des armes atomiques. Israël ne l'a pas fait. Personne ne pose le problème. Et c'est pour ça que le comportement de l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, pose vraiment problème. Malgré que c'est une agence onusienne, aujourd'hui Téhéran a raison de dire, et là il y a eu l'enterrement de 60 savants et commandants de l'armée, dont ceux de la guide des révolutions. Téhéran dit aujourd'hui, on ne peut faire confiance à personne. Parce que nous étions prêts à aller vers une négociation à Mascate, à la demande américaine. Le jour même, la veille, l'antisioniste attaque l'Iran. Donc, comment on peut faire confiance à un ennemi qui ne respecte pas les règles? L'antisioniste, dans l'histoire, n'a jamais respecté. Gamal, on sait aujourd'hui que l'antisioniste est donc affaibli, on va le dire clairement. Est-ce que ce cessez-le-feu avec l'Iran va peut-être entraîner un cessez-le-feu à Gaza? Alors, c'est pas que ça va l'entraîner, parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Netanyahou est un dogmatique qui veut tuer toute opposition. Là, il y a un échec cuisant avec l'Iran. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est la guerre des... C'est marrant parce qu'on vient 80 ans en arrière. Je veux dire, le V1, V2 allemand avait donné le sentiment que le monde allait changer par les missiles. Aujourd'hui, les missiles sont devenus l'arme absolue, on le sait. Plus que des avions de combat où il y a un risque de perte du pilote. Mais ce qui se passe, c'est que ces systèmes qui ont développé il y a longtemps, c'est pas d'hier, de couverture aérienne pour empêcher que les missiles arrivent, des intercepteurs comme Star Wars par les Américains, c'était le rêve américain contre les Russes, ces systèmes sont obsolètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dehors de rêver de faire ça au laser, ce qui est pas sérieux, ils savent qu'ils ont perdu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont acheté à renfort de milliards de dollars ne sert à rien. Les intercepteurs ne fonctionnent pas sur les hypersoniques, il n'y a aucun moyen au monde d'y arriver. Et donc, en termes stratégiques, ça a été dit à l'instant, les chars n'ont pas été mobilisés parce qu'il y a 1600 km de distance, on ne peut pas envoyer de chars, ce serait un suicide. En revanche, frapper à distance, tranquillement de chez soi avec un joystick, ça on sait faire. Donc oui, les sionistes ont perdu, oui, ils seront obligés de négocier à Gaza parce que Trump est en train de faire un coup de pression pour que Netanyahou se couche devant Trump, le roi est mort, clairement. Et oui, la nouvelle guerre aujourd'hui, les nouvelles guerres technologiques, passeront nécessairement non plus par les avions de combat, mais par des drones, donc des avions qui n'ont pas de pilote, et surtout par des missiles continentaux, intercontinentaux. Donc ça, c'est un aveu de faiblesse, et ça remet totalement en cause le système délirant qu'ils ont développé sur 30 ans des sionistes, qui avaient pris les missiles Scud irakiens. Ils se sont dit, c'est bon, on est protégé, ça ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, non seulement ça coûte cher, mais en plus, ça ne fonctionne pas. Donc tous ces mythes sont effondrés. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'un homme qui a un pied à terre comme Netanyahou, son État en l'occurrence, qui sont en position de fragilité, aujourd'hui, il ne peut plus continuer à dire « je suis le plus puissant ». Il sait qu'il n'est pas le plus puissant. Il ne peut plus continuer à dire « je suis invincible », puisqu'ils ont été frappés au cœur de toute leur ville. Il ne peut plus continuer à dire « je vous sécuriserai à tout bout de champ ». Il se voile la face, Badis. Comment Gamal. Il se voile la face, Gamal. Il veut s'en mentir lui-même. Il faut voir la tête qu'il a. En 2 ans, comment il s'est dégradé physiquement. Là, il a pris un choc psychologique énorme. Parce que la perte c'est une perte d'image, d'autorité, de moyens, de crédibilité, de mythe. Parce que le mythe, c'était la tour impénétrable, l'invincibilité de l'entité sioniste, c'était la
l'armée la plus morale du monde, on avait Bon, s'occupé de ça, cette armée ça, c'est bien la cher, plus ça. morale du monde, la grande démocratie qui fait de la censure et donc qui empêche les médias. Aujourd'hui, je voulais citer Juste ça, un truc important, parce que par pour rapport à la allez-y. moralité, c'est Allez. très important. Ça, c'est bien le rôle de ça. Bon, la moralité, c'est BHL, tous ces propagandistes Bernard-Henri Lévy, qui sont assez ridicules. Ouais, Bernard-Henri Lévy. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mythe, effectivement, s'est effondré, mais plus encore, et c'est là où c'est fascinant. On n'aurait jamais vu ça il y a 2 ans. On a des clips sur Internet où ils se moquent de leur défaite, où les gens font des chansons boum boum, où ils se sont moqués parce que le monde entier en a eu assez de cette arrogance et de ces massacres de masse. On parlait palestinien, de ce génocide en cours, et finalement, il n'y a pas une larme à lâcher. Il y a 2 ans, si vous aviez eu le même rapport de force Iran antitétionniste, le monde entier aurait été contre l'Iran. Là, ils ont mesuré leurs propos, oui, mais quand même, ils ont été attaqués. Alors, à part les médias, effectivement, mainstream qui racontent n'importe quoi, mais c'est important parce que la vision qu'on a d'eux, c'est ce qui a été dit par Alassane Faisal, est une vision écornée aujourd'hui, ils vont devoir négocier. Gamal, je voulais citer le journal Haaretz, qui est un journal sioniste de gauche, et qui aujourd'hui, vendredi 27, a publié un article qui fait fureur à travers le monde. Ah, j'ai vu ça. Le titre, c'est Tuer des innocents, c'est devenu la norme. Et ça, c'est des autres soldats sionistes qui se sont confiés à Haaretz. Ils disaient qu'on leur a donné des ordres pour tirer sur des personnes qui attendaient de la nourriture. Ouais, c'est donc ça l'armée la plus morale du monde. L'armée Tirer sur morale des la plus innocents. morale du monde. qui Moi, j'ai envie de l'appeler l'armée la plus immorale Et du la monde plus parce lâche qu'ils ont aussi. mis, je ne Parce que sais pas si vous l'avez vu, mais ils ont mis des cachets de je ne sais quoi dans la farine donnée aux Palestiniens. Oui, c'est des drogues, oui. C'est des drogues qui ont été mélangées dans la farine, c'est beaucoup d'experts qui le disent. Mais ils tirent sur des personnes, sur des enfants. Si vous faites une file et que vous allez chercher un sac de farine ou quelque chose pour manger, pour donner à son... Ils tirent sur ces personnes et ça, c'est un journal sioniste qui le reconnaît. Ouais. Parce que lorsque les organisations internationales l'ont dit, lorsque les experts, les médecins sans frontières, les journalistes présents, ils ne voulaient pas le croire, ils disaient la propagande. On a même vu un chroniqueur dans une télévision belge qui disait non, les Razaouis ne souffrent pas de famine, on leur donne de la crêpe à la Nutella. Donc c'est vraiment ridicule. Et là, je suis d'accord avec Gamal, c'est que le narratif sioniste s'est effondré cette fois-ci. Parce qu'on leur a dit que c'était un pays qui était entouré, un pays entouré par des ennemis, il fallait assurer la sécurité de l'entité sioniste. Or, l'entité sioniste a bombardé tous ses voisins, sans aucune exception, et quand elle a trouvé face à elle un pays qui est capable de se défendre, comme l'Iran, eh ben, ils ont demandé ou ils ont quémandé le cessez-le-feu. Peut-être que cette entité ne comprend que ce langage, celui de la force. Badis, est-ce que vous pensez, vous aussi, comme Gamal l'a dit tout à l'heure, que Donald Trump va réussir à faire plier Netanyahou, à lui imposer ce cessez-le-feu avec Gaza? Alors, très difficile de le dire, puisque faut d'abord, respectivement, regarder chacun son agenda politique. Effectivement, Donald Trump a des pressions, notamment de ses soutiens en interne. L'American First, aujourd'hui, certains ne le voient pas. C'est une guerre qu'ils n'ont pas demandé. C'est des aides aussi, puisqu'on parle quand même de plus de 44 milliards d'aides militaires, notamment des États-Unis envers l'entité sioniste en un an. Donc un financement lourd, qui pèse lourd sur les caisses et les trésors américains. Et surtout aussi, Donald Trump s'inscrit dans un pacifiste un peu enjolivé par un narratif, par un discours un peu où il souhaite rassembler tout le monde, effectivement. D'ailleurs, ça a été dit, il a même demandé à avoir le prix Nobel par rapport à Barack Obama, effectivement, qui lui a été un peu moins dans l'action, mais plus dans le discours. Effectivement. Donc, Netanyahou, il faut comprendre qu'il est inarrêtable. Oui. Netanyahou, le seul levier qui peut l'arrêter, c'est la rue israélienne. Il y a eu des manifestations aujourd'hui. C'est là où je veux en venir. C'est que d'abord, ça a commencé par les familles des otages, mais aujourd'hui, l'opinion publique nationale israélienne est contre lui. D'abord par rapport à cette guerre contre un acteur et une armée régulière et non pas des innocents et des civils. Il a perdu la guerre. Et d'ailleurs, ça a calmé ses ardeurs, puisque oui, je reviens sur cette pause. Pour moi, c'est une pause tactique, notamment, et c'est pas la fin des hostilités. En revanche, oui, Netanyahou sera arrêtable par l'opinion publique, et ça a commencé d'ailleurs avec des motions de censure, des risques, notamment au sein du Knesset, avec la dissolution de son gouvernement. Mais moi, j'aimerais juste rappeler, par rapport pour faire un parallèle à Gaza, très rapidement, c'est que plus l'entité sioniste perd la guerre, plus elle se venge sur les civils à Gaza. Oui. Et j'ajouterai aussi pour la rhétorique, pour ceux qui veulent le réfléchir un peu plus profondément, c'est que la guerre est légitime tant que l'entité sioniste la gagne. Et dès qu'elle la perd, la diplomatie débarque. Tout à fait. Exactement. Merci messieurs pour ce débat. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On revient dans quelques instants pour la 4e et dernière partie.